chaleur. Alors pour moi, c'est une première, cette conférence. Voilà, vous allez servir de cobaye. Vous m'interrompez quand vous voulez, vous posez des questions, on est là pour discuter. On est en petit comité, donc ça permet d'échanger. Je vais vous parler un petit peu, pour ceux qui ne me connaissent pas très brièvement de mon parcours, pour que vous puissiez me situer. Donc j'ai une formation d'ingénieur, économie de Nancy. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie, où j'ai exercé comme chef de personnel au Saint-Cyril Pompey à l'époque de la fermeture. C'était une belle aventure. C'était une aventure, mais en même temps, c'était une période où il y avait beaucoup de création, beaucoup d'émulation, beaucoup de création. C'était assez passionnant. Et puis, j'ai travaillé après, je me suis mis à mon compte. J'étais en 1989 Overcom. Et pendant 25 ans, j'ai exercé comme formateur, accompagnant, consultant dans le domaine de l'organisation de relations humaines. En 1995, j'ai reçu le prix de l'innovation pédagogique d'Apollo. J'étais déjà dans cette recherche, je dirais, de former autrement. Et depuis, j'accompagne aux destinées, je préside aux destinées de 2 structures. Réciprocité qui emploie 70 personnes en contrat d'insertion par l'activité économique. Et Prodepsis, que j'ai créé en 2016, qui propose de la formation accompagnement au comportement professionnel. Vis-à-vis des demandeurs d'emploi, Prodepsis accompagne les entreprises qui ont des difficultés à recruter en allant chercher des personnes éloignées de l'emploi, en les formant au savoir-être professionnel, et qui propose également aux entreprises des formations pour les salariés, qui sont des formations toujours comportementales, sur l'accueil des publics difficiles, sur la prévention des conflits dans les équipes, sur l'accompagnement des salariés en situation de fragilité, le tutorat, le management. Alors on a dans la salle donc Noël qui est la responsable de Prodepsis et Najat Chaouch qui est la directrice de Réciprocité. Si vous voulez poser des questions après, vous avez les interlocuteurs en direct. Alors, je travaille aussi, oui, je voulais signaler, je travaille aussi avec les équipes, bien entendu, et avec Élise, un candidat qui est ici présent, sur l'émergence de projets collaboratifs de territoire. À Réciprocité, on travaille sur la création d'un pôle de biodéchets. Et sur Prodepsis, on travaille sur les parcours d'accès à l'emploi, donc avec des approches collaboratives sur le terrain. Alors, quel constat on peut faire? Bien, d'un côté, on est aux premières loges pour le constater, on a un certain nombre de personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui sont bloquées par des difficultés au quotidien, des difficultés qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Certaines n'ont jamais travaillé, voire les parents n'ont jamais travaillé. Donc une image de l'entreprise qui est très détériorée, je dirais, véhiculée par les médias aussi, ça n'arrange pas l'affaire. Des gens, certains qui ont envie de travailler, qui veulent trouver du travail, qui ont essayé, qui n'ont pas réussi et qui renoncent. Postulent plus. D'un autre côté, on a des entreprises qui sont en grande difficulté pour recruter. Non seulement parce qu'ils ne trouvent pas de candidats formés, mais, et c'est plus grave, c'est plus récent et plus grave, parce qu'ils n'ont plus de candidature. Donc il y a quand même des questionnements à se poser, ça vient quelque part un petit peu dramatique. Et lorsque on trouve un candidat qui pourrait faire l'affaire, eh bien, trop souvent, je dirais, l'intégration est difficile parce que les comportements ne sont pas adaptés. J'oserais dire, parfois, de part et d'autre. De la part du candidat, mais aussi de la part des entreprises qui ont été échelées et qui appréhendent le fait d'intégrer quelqu'un de nouveau, surtout s'il y a un petit peu moins, et qui vont mettre la pression dès le départ pour voir si ça casse ou si ça passe. Et quand on met la pression sur quelqu'un de fragile, souvent ça casse. J'interviens aussi auprès de jeunes diplômés avec l'Institut d'engagement, des jeunes de 25
Et je suis surpris du nombre d'entre eux qui ne veulent pas travailler en entreprise. Ils veulent faire de l'humanitaire, ils veulent créer leur activité, mais ils ne veulent pas travailler en entreprise. J'ai le sentiment que José se creuse. Il y a 30 ans, je faisais déjà des conférences à l'époque, et je parlais de l'homme au cœur de l'entreprise, c'était la mode. Hein. 30 ans après, l'humain n'a jamais été aussi mis à l'écart en entreprise ou dans l'organisation, avec l'administration, etc. Alors tout le monde n'est pas même dans le même panier, il y a des belles entreprises, des entreprises qui fonctionnent bien. Mais il y en a beaucoup qui sont restés encore sur des styles de management dont on va parler tout à l'heure. Pourtant, il n'y a pas plus proche de nous que l'humain. Ça devrait être facile à gérer. On est bien placé. L'humain, c'est pas compliqué. L'humain est joueur. Il cherche le plaisir, il fuit la souffrance. Il a besoin d'adrénaline, ou du risque. Il a besoin de se sentir exister. Il a besoin de se sentir utile. Ça, on connaît bien la réciprocité quand on occupe des personnes sur des emplois sans réelle utilité, et bien elles ont du mal à se lever le matin. Je ne sais pas pourquoi, vous êtes intéressant. Alors ce constat qu'on peut faire, à mon sens, n'est pas étranger au malaise profond de la société, qui s'est exprimé symboliquement sur les ronds-points. C'est vrai que, année après année, bien avoué, on tourne en rond. On ne voit pas à changer la société, comme on ne voit pas grandir nos enfants, ceux qui ont des enfants. On se réveille, dis donc, c'est un ado, c'est plus un gamin. Là, c'est un peu pareil au niveau de la société, on ne la voit pas bouger, et puis on se réveille un matin de novembre 2018, puis on ne comprend plus rien. Ça marche pas. Ça grippe. Je crois que nous vivons une période de rupture, une vraie période de rupture de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Hein. On peut parler du climat, on peut parler de plein de choses. Mais il y a une chose importante qui a changé, qui me semble fondamentale, c'est la diffusion de l'information. Avec le web, les technologies, smartphones, etc. Bientôt, on va le greffer, d'ailleurs, on aura directement le micro greffé dans l'oreille. En fait, l'information, elle est accessible partout, à tout le monde. Chacun peut diffuser, émettre, recevoir de chez lui sans filtre. C'est gratuit en plus. Or, il se trouve que l'information, c'est quand même ce qui structure la matière et ce qui structure le vivant. L'ADN est de l'information. C'est avec l'ADN que les cellules savent ce qu'elles doivent faire, où elles doivent aller, comment elles doivent se développer. C'est aussi ce qui structure notre société. Il se trouve que lorsque l'information est filtrée, lorsque tout le monde n'a pas la même information, eh bien on crée un déséquilibre qui s'appelle pouvoir d'un côté et soumission à l'autorité de l'autre. Nos sociétés sont construites sur ce principe de pouvoir sur l'autre, pouvoir hiérarchique et soumission à l'autorité. C'est les travaux de Stanley Graham, c'est pour ceux qui ont vu le jeu d'abord à la télévision il y a quelques années. On prend des gens tout à fait ordinaires, on les soumet à une autorité, ils sont capables de devenir des bourreaux à l'encontre de leur propre valeur. Et ça de façon massive, c'est 60% des cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le web vient chambouler tout ça. Parce qu'il n'y a plus de filtre. Parce que la vraie information est mélangée à la fausse information, les fake news, on en a. Parce qu'on est dans une guerre de l'information aujourd'hui. Vous avez entendu tous parler.
au niveau politique, au niveau économique. Il y a une vraie guerre de l'information qui n'a rien à voir avec la vérité. Si Gutenberg, dans les années 1450, disait l'imprimerie va donner des ailes à la vérité, le web donne des ailes aux fake news. Résultat, c'est que tout le monde a l'impression de tout savoir, mieux que les autres. Quand un patient va chez le médecin, il sait mieux que le médecin ce qu'il a regardé sur Internet, etc., etc. C'est un changement profond. C'est pour moi une révolution copernicienne qui déstabilise nos structures, on voit bien au niveau de la société, on n'en a pas observé encore tous les effets. À mon sens, c'est complètement irréversible. C'est pas dramatique, mais c'est grave. Et au niveau d'entreprise, ça veut dire qu'on ne peut plus manager les nouvelles générations, c'est les générations web aujourd'hui. On ne peut plus les manager comme on les manageait au siècle dernier, et encore moins au XIXe siècle. Alors si on admet le fait que la société est en train d'être bousculée dans ses fondements, dans ses structures, ça veut dire qu'il va peut-être bien falloir aussi qu'on s'intéresse à des changements structurels par entreprise dans notre façon de manager. Dans la société aussi. Alors c'est quoi un changement structurel? On n'a pas l'habitude de réfléchir à ce niveau-là. On n'a pas l'habitude parce qu'un changement structurel, c'est un changement de notre façon de penser les choses. C'est notre câblage, en fait, qui est câblage cérébral, qui est mental, qui est en question. C'est tout ce qu'on sait qui est remis en question. C'est nos certitudes, c'est nos croyances, c'est nos habitudes, c'est notre expérience. Et à un moment donné, changement structurel, c'est-à-dire accepter le fait que ce qui marchait jusqu'à présent, donc ce que je savais jusqu'à présent, ne marchera plus demain. Et il va falloir que je remette en question la façon dont on les choses. Alors, pour expliquer un petit peu la différence entre structure, organisation et fonctionnement, j'ai pris l'exemple très concret du bâtiment. Un bâtiment, c'est une structure. Vous avez là deux structures. Vous avez la structure du bas, maison traditionnelle, avec des murs porteurs. Les pièces sont définies. Si on veut changer quelque chose, il faut remettre des poutres, casser les murs, remettre des poutres, sinon ça s'effondre. Structure fermée. En haut, vous avez une structure ouverte. Bâtiment grand plateau, complètement ouvert, sur lesquels on va pouvoir aménager comme on souhaite. Mettre des cosmovides, mettre des couloirs. Relativement facile à changer, une cosmovide. Pas la même chose qu'un porteur. D'accord? Donc structure, organisation sont deux choses bien différentes. On peut modifier l'organisation, beaucoup plus difficile de modifier une structure. Et puis le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est comment on va vivre à l'intérieur de cette organisation. Au jour le jour. Comment on va cohabiter avec les autres. Donc il y a un certain nombre de règles à mettre en place. Il y a un certain nombre de règles, d'habitudes. Donc, structure, organisation, fonctionnement, ce n'est pas du tout la même chose. Là, je vais vous parler de structure. Quand on parle de la pyramide à la transégrité, on est sur un changement de structure. Voilà un autre type de bâtiment. C'est un bâtiment à Harare, au Zimbabwe, qui est construit sur la structure de la termitière. Un bâtiment auto-climatisé, auto-ventilé, qui s'inspire du vivant. C'est pour ça que j'ai choisi. Il y a aujourd'hui toute une branche de la technologie et de la science qui s'intéresse au vivant. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Prendre exemple sur le vivant. Et c'est ce que je vais vous proposer aussi dans cette approche du changement, de transformation, je dirais, du management, c'est de s'inspirer des techniques, des organisations, du vivant. Au XIXe siècle, et c'est toujours d'actualité, l'organisation scientifique du travail.
organisation scientifique du travail, tout le monde connaît le taylorisme, c'est la parcellisation des tâches, c'est les organigrammes tels qu'on les connaît, avec des petites cases dans lesquelles les gens sont bien délimités, c'est les références, c'est les procédures, c'est tout ce qui fonctionne encore, je dirais, aujourd'hui. Ça a peu de choses à voir avec le vivant. Voilà ce que je vous propose, c'est de réfléchir à une organisation collaborative du travail. On est au XXIe siècle, ça vaut le coup quand même de réfléchir un petit peu autrement qu'on le faisait à la fin du XIXe siècle. Je vous rappelle, c'était le début de la révolution industrielle, on en était aux prémices, les premières entreprises, etc. On n'est plus tout à fait dans ce cas-là. Alors, l'organisation collaborative du vivant, ça se construit sur des structures du vivant. Il y a deux structures, la tenségrité, je vais vous parler plus spécialement aujourd'hui, et puis les structures fractales. Vous connaissez tous le chou Romano, mais dans le vivant, il y a beaucoup de choses qui sont construites en fractal. Les feuilles sont construites en fractal, la circulation sanguine, etc. Il y a plein de structures qui sont des structures. Une structure fractale, c'est une structure qui va se reproduire l'identique aux différents niveaux. Sur ce chou romanesco, si vous coupez les morceaux, vous allez retrouver exactement la même structure à tous les niveaux que vous prenez. Donc deux structures de fond, des organisations qui sont des organisations d'écosystèmes autorégulés. On va réfléchir aussi à ce que ça peut donner au niveau des organisations d'entreprise. Et puis un fonctionnement qui est sur la base de process. La vie fonctionne avec des process, avec une forme d'ingéniosité. Je ne sais pas l'intelligence, mais ingéniosité qui est assez job. Et tout ça, cette organisation collaborative du travail, elle s'appuie sur des recherches scientifiques nombreuses, multidisciplinaires. J'ai cité les neurosciences cognitives, la biologie, la cybernétique, la psychologie sociale, les travaux de Milgram, l'école de Palo Alto, les travaux d'Henri Laborie sur le comportement, etc. Donc il y a une base scientifique à tout ça. Je ne vais pas inventer ça en me réveillant le matin. Ça fait quelques années que j'y travaille. Donc voilà l'organisation collaborative du travail dans laquelle on trouve, bien entendu, la tenségrité. Vous avez là une photo d'une structure en tenségrité. C'était inventé ou conceptualisé, je dirais, par un architecte en 1949. C'est mon année de naissance. Donc, une certaine synergie. Buckminster Fuller. Voilà, cet architecte a conceptualisé, il y a des artistes qui ont repris le concept. Le Dôme de Paris, construit en sécurité, ou la coupole géodésique de Montréal, construite en sécurité. Il se trouve que les biologistes se sont emparés du concept. Ils se sont aperçus que notre corps est construit en sécurité. Le vivant est construit en sécurité. Vous ne saviez peut-être pas, mais notre colonne vertébrale est une structure en sécurité. C'est ce qui lui donne sa souplesse, sa résistance. La peau est une structure en sécurité. Les os sont des structures en sécurité. Le corps entier est une structure en sécurité. Alors les ostéopathes, alors tous se sont emparés du concept. Et on a aujourd'hui toute une branche de l'ostéopathie qui se développe sur la base, sur le concept de sécurité, à savoir que l'ensemble du corps est interconnecté et quand on agit d'un côté, sur le crânien par exemple, le crâne aussi, qu'on soit en sécurité, c'est pas d'origine. Quand on agit sur le crânien, on touche l'ensemble du corps. Quand j'avais mal à l'estomac, mon ostéopathe m'a travaillé, non, j'avais mal au genou. Donc, je travaillais sur mon estomac qui était coincé, ça m'a libéré le genou. Ne me demandez pas comment, ça marche. Alors, la question qu'on peut se poser, là où je vous invite aujourd'hui, c'est nous, managers, responsables d'équipe, décideurs, si on repensait nos structures, nos organisations avec ce concept de pensée. Peut-être bien que ça serait intéressant.
Alors, quelles sont les propriétés mécaniques d'une structure en temps ségrégé? Ben voilà une, j'ai construite. Déjà, vous voyez qu'elle a une forme. Si vous regardez comme ça, c'est une étoile à 5 manches. Mais on peut imaginer n'importe quelle forme. Elle est stable. Elle est légère. Les constructions en temps ségrégé sont des constructions les plus légères qu'on puisse trouver en termes de matière, en fait, pour une résistance donnée, bien entendu. Elles sont auto-déformables sous l'effet de contrainte. Si j'applique une contrainte, ça se déforme. Et si vous regardez bien, tous les points sont touchés par la déformation. Il n'y a pas de point où les forces se concentrent. Il y a une répartition, c'est la propriété de ces structures. Les forces se répartissent, s'équilibrent dans l'ensemble de la structure. Donc une contrainte arrive, les forces s'équilibrent, la structure se déforme, absorbe la contrainte. Elle est résistante. Alors on peut la construire avec plus ou moins d'élastique, plus ou moins de câbles, des structures plus ou moins rigides, mais de toute façon elle est résistante. On peut construire une table avec un plateau dessus, ça tiendra, il n'y a pas de souci. On peut construire des fauteuils, en structure comme ça, ou des bâtiments. Il n'y a aucun souci là-dessus. Elle est donc, j'avais dit, auto-stabilisée par l'équilibre des forces. Elle est transformable. Je peux rajouter des câbles, en enlever, transformer la structure. Si l'environnement bouge, se transforme, ça ne change pas fondamentalement alors on peut changer la forme, mais ça ne change pas fondamentalement les contenus, je dirais, de ces structures. Je vais vous la faire passer parce que c'est intéressant de la manipuler. On se rend bien compte de ses propriétés. Alors, les propriétés fonctionnelles d'une structure comme ça, qui peut être les propriétés fonctionnelles d'une équipe. Si on applique une structure de ce type-là, on verra comment à une équipe. Ben, c'est qu'il y a une structure. C'est pas n'importe quoi. C'est pas un tas. Il y a une structure, il y a des articulations, il y a des barres, il y a des câbles, il y a des interactions qui sont là. Il y a des interactions plutôt rigides sur les barres, des interactions plutôt souples sur les câbles ou les élastiques. La légèreté, c'est aussi la fiabilité, la résistance, la fiabilité, la stabilité. La stabilité qui n'est pas obtenue par la résistance des membres ou des éléments de la structure, mais qui est obtenue par les interactions entre les éléments. Légèreté, c'est l'efficacité. Autodéformable, ça veut dire qu'elle peut pouvoir s'adapter à toutes les perturbations de l'extérieur. Elle va s'auto-adapter immédiatement, quelque part. Résistantes, autant fonctionnelles, sont des structures résilientes, c'est-à-dire qui reviennent à leur force, à leur forme initiale dès que les contraintes disparaissent. Donc on ne perd pas la mémoire de la forme. Ce sont des structures fonctionnellement qui sont auto-régulées, sans maillon faible. Ça, c'est un élément important, puisque la structure n'est pas construite sur la résistance des éléments, mais sur les interactions. Dans une équipe qui fonctionne en temps ségrégé, s'il y a une difficulté qui se présente, et qu'il y a une personne dans la structure qui ne sait pas résoudre cette difficulté, qui ne sait pas s'adapter, c'est les autres qui vont pallier. Ça va se répartir, ça va se mettre en place. C'est vraiment un fonctionnement d'équipe où les choses vont s'auto-réguler, s'auto-équilibrer tout seul. Structure réactive, puisque l'adaptation est immédiate. Il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas besoin d'un an, il n'y a pas besoin d'attendre que la contrainte devienne plus importante. Ça s'adapte au fur et à mesure. Donc ça s'adapte de façon très progressive. Alors imaginez une équipe auto-organisée, pilotée et
respectueuse des besoins, réguliers, voilà, qui a toutes ses propriétés. C'est quand même l'idéal dans une entreprise. Ça marche tout seul. Alors vous allez me dire, c'est pas possible, hein, il rêve. Tout le monde est bambou, tout le monde est pas gentil. Je sais bien. Je sais bien. En fait, c'est pas du réseau, cette structure-là. Le réseau, vous en avez un en bas. Le réseau, c'est tout le monde en connexion avec tout le monde. Il n'y a pas de structure dans un réseau. 13 personnes, 78 relations potentielles dans un réseau. C'est énorme. Au-dessus, vous avez une organisation de type hiérarchique, 13 personnes, 12 relations. C'est quand même plus facile à gérer. Hein. C'est aussi toute la philosophie, je dirais, de structure pyramidale, hein. La facilité à gérer parce qu'on a le moins possible de relations. Les gens interagissent très peu entre eux. Et qu'en plus, comme ils sont dans des cases où tout est bien défini, et que l'ordinateur nous impose aussi de remplir des cases, eh bien, ça simplifie quelque part la gestion. Et plus la gestion est simple, plus l'intelligence nous prend. Ça va. On ne peut pas avoir les deux. Voilà, dans une structure telle que celle que vous avez là, il y a 16 en photo, hein, il y a 16 points, il doit y avoir 45 relations. C'est entre les deux. Et la grande différence, c'est que dans ces structures en sécurité, il y a une organisation qui n'est pas dans le réseau. Et tout là, ça va être effectivement de travailler sur cette organisation. Ce sont des structures ou des équipes qui ressemblent, qui s'apparentent plus à des équipes sportives. L'équipe sportive, on n'est pas sur le pouvoir hiérarchique, mais sur le pouvoir d'entraînement d'équipe. Ce n'est pas un pouvoir sur, c'est un pouvoir avec. On est aussi sur le pouvoir de chacun sur ce qu'il fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire, comment je dois le faire. En équipe, en compétition, chacun sait ce qu'il a fait, il a la responsabilité de ce qu'il fait. Et il avance en cohérence avec l'ensemble de l'équipe. Alors, ce sont aussi des organisations, j'ai parlé de biomimétisme, qui sont des organisations vivantes. Donc, la sécurité fonctionne, il faut qu'elle soit effectivement immergée dans un milieu qui soit vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un écosystème ouvert, il y a des contraintes qui arrivent de l'extérieur. Il faut que l'information arrive jusqu'à l'équipe pour que l'équipe puisse s'auto-réguler, s'auto-équilibrer. C'est ce qu'on appelle des boucles de feedback dans le vivant. En entreprise, il faut que ça fonctionne. Quand vous avez une équipe de production qui est en contact avec sa clientèle par l'intermédiaire des commerçants, par l'intermédiaire de la qualité, par l'intermédiaire de la comptabilité, et que les informations arrivent par ricochet, et que le chef leur dit « mais qu'est-ce que vous avez encore foutu ?» On n'est pas dans la configuration, mais je prends un exemple que ce juriste de famille donnait dans ses conférences. On n'est pas dans la configuration où le client appelle parce qu'il a un problème à la réception de sa commande. Il y a deux gars d'équipe de production qui prennent la voiture, qui vont chez le client, trient les pièces, qui reviennent, qui règlent le problème. Ça s'est fait dans l'après-midi. Si c'était passé par le service commercial, le service d'électricité, c'était complètement différent. Un autre exemple, toujours chez Fabi, un soir, l'entreprise est fermée, il n'y a plus que la femme de ménage qui est là. Il y a un client qui est automobile, c'est un sous-traitant automobile qui devait arriver, qui était retardé, son avion était retardé. Il arrive, il téléphone à l'usine. Je suis à l'aéroport, je suis en retard, vous pouvez venir me chercher, je ne sais pas pourquoi. La femme de ménage décroche, elle dit bougez, j'arrive. Elle laisse son valet, elle prend la voiture parce que les clés sont disponibles, elle va chercher le client à l'hôtel, elle va à l'aéroport, elle l'emmène à l'hôtel le plus proche. Elle reprend son valet et rien. Et le lendemain matin, le client, quand vous êtes arrivé, on est venu me chercher. Contact direct, réaction directe, s'il vous plaît. Ah, ça va me dire, c'est pas possible. Et comment ça peut être possible, hein? Si on a des gens qui sont effectivement
qui ont plaisir à ce qu'ils font, qui ont le sentiment d'exister, qui ont le sentiment d'être utile, qui peuvent prendre des risques aussi, d'adrénaline, tout ça. Là, ça marche. Alors, c'est pas facile, hein. Ça demande effectivement de communiquer autrement. Pas seulement organiser, communiquer autrement, répartir autrement le travail, penser autrement le travail. Une entreprise qui est structurée sur ce modèle en sécurité, c'est aussi une entreprise qui est structurée en fractal, c'est-à-dire que chaque équipe a une unité d'activité. Je ne parle pas d'unité de production, et le contrôleur d'ancien, ce que le Japon fait. Demander à un de ces cadres, c'est quoi notre raison d'être? Un jeune cadre. Et il me répond, c'est de fabriquer des voitures. Le PDG lui dit, non, c'est de vendre des voitures. La raison d'être d'une équipe de production, c'est pas le produit, c'est de livrer des clients. Il y a tout ce qu'il faut pour livrer des clients, et livrer à temps avec des produits conformes. Et s'il y a un problème, vous pouvez réajuster. C'est ça la raison d'être d'une unité d'activité. Donc vous voyez, réfléchir à l'entreprise en fonction, réfléchir à l'entreprise en activité, c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout la même structure. Alors sur le mode fractal, c'est-à-dire que l'équipe unitaire et structurante en sécurité, elle est elle-même partie d'un ensemble plus large des structures en sécurité, qui est lui-même partie d'un ensemble plus large, y compris avec les clients d'environnement, qui lui-même va structurer et fonctionner en sécurité. Alors si je résume, puis après je vous laisse la parole, à quoi peut ressembler l'organisation collaborative du travail? Eh bien, ce sont des équipes en temps sécurité, autorégulées, pilotées, respectueuses des besoins de l'humain au cœur, quelque part, qui prend en compte les interactions entre les personnes. Alors ça, je n'ai pas cité là-dessus, mais c'est une approche complètement différente de notre approche psy classique. Le comportement d'un individu dans cette approche n'est pas l'expression de son caractère. Le comportement d'un individu est un langage dans la relation, est considéré comme un langage dans la relation. Donc ça change complètement de relation à l'autre, et en particulier de management. Le comportement de j'avais un contrôleur qui n'est pas possible, déjà jamais content. Un jour il s'en va, je vais être tranquille. Ben non. Parce que son comportement n'était pas fait de son caractère, c'était qu'il exprimait quelque chose de l'équipe. Et le jour où il est parti, on a fait sa place. Donc si on regarde le fonctionnement de l'équipe et les comportements dans cet esprit-là, on a un regard complètement différent sur l'entreprise. Des systèmes ouverts, des écosystèmes ouverts, avec les boucles de feedback qui fonctionnent, parce qu'il n'y a pas de vigilance sans feedback, des process, des méthodes adaptées. Et puis j'ai fait tout. Une entreprise qui se structurée en sécurité sur toute sa chaîne fonctionnelle. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors ça fait peur que je présente ça comme ça. Il y a tout à changer, il n'y a plus rien qui va. Alors c'est pas vrai, c'est pas il y a tout à changer. On a une base, elle est scellée, mais elle existe. C'est à partir de ce qu'on sait qu'il faut commencer à réfléchir autrement, à bouger les choses progressivement, les gens communiquant un petit peu autrement, en faisant des expérimentations sur des unités, de manière à ce que petit à petit on arrive à reproduire les choses. Et ce que je propose, c'est un travail d'intelligence collective en groupe, c'est de réunir des chefs d'entreprise, des décideurs qui ont envie de faire bouger leur organisation, plus ou moins. On peut mettre le curseur là où on veut en fonction de la situation.
de travailler en collectif, chacun sur ses propres solutions. Donc avec tout l'apport du groupe. C'est un vrai travail d'intelligence collective. On travaille sur le même sujet tous ensemble, j'aime bien cette expression, tous ensemble. Non, on travaille chacun de son côté, mais on bénéficie de l'apport de l'ensemble. Donc un travail comme ça, c'est un travail dans la durée, c'est un travail sur 1 an, 2 ans, 3 ans, sur mesure, en fonction de là où on est et de là où on veut aller. Je pense que c'est un travail d'une séance par semaine, par mois, une séance par mois pour réfléchir, échanger, et puis ensuite de pouvoir mettre en application les choses, tester, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Parce que souvent on dit ça ne marche pas, j'ai essayé, ça ne marche pas. La question c'est pas j'ai essayé, ou j'ai fait ou j'ai pas fait, c'est comment je l'ai fait. Et bien souvent ça ne marche pas parce que c'est comment. Comment je vais le présenter, comment j'en ai parlé, comment les gens ont compris, comment j'ai mis en place, etc. Donc il y a besoin de ce recul, il y a besoin de cet apport, il y a besoin de cette réflexion. Et imaginez, vous êtes 7 ou 8 ou 2 ou 4, et chacun de ces autres là va vous apporter des questions, des remarques, qui n'ont rien à voir avec votre réalité, mais il n'y a pas de mauvaises questions, à bonne raison. Ça va vous permettre de cogiter, de réfléchir et de trouver vos propres solutions. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, c'est un peu piégeux de présenter en si peu de temps un si vaste programme. Mais en même temps, pour pratiquer cette démarche-là depuis un certain nombre d'années, il n'y a rien d'insurmontable. Impossible, c'est que aussi avec 2 mots. Impossible. Oui. Question. Vous disiez que la transécurité, c'était une structure. Et par rapport au comment arriver à cette structure-là en entreprise, c'est ce qui pose le problème visiblement pour certaines personnes ou certaines entreprises. Est-ce que vous avez une réponse ou comment? Oui. Un concept de la transécurité pour la structure. Oui, déjà je reconfirmais parce qu'il y a eu des tentatives, on a parlé d'entreprises agiles, il y a eu des conférences, il y a un tas de choses. Il y a un certain nombre de gens qui se sont essayés à ça. Passer une structure pyramidale, une structure de transécurité, c'est pas du laisser-faire. C'est pas j'abandonne le pouvoir et je laisse les gens, je saccage. Non, c'est pas ça. C'est surtout pas ça. Ce sont des autres structures qui sont organisées, qui sont pilotées autrement que par le pouvoir, mais qui sont organisées. Alors comment passer? La première chose, c'est de penser son entreprise en unité d'activité et non plus en fonction. C'est quoi les unités d'activité? Les entreprises de production, de services, c'est variable d'une entreprise à l'autre, mais c'est quoi une unité de productivité? C'est quoi la cellule, la cellule de base dans mon entreprise? Alors, il y a plusieurs types. Il y a des cellules de base qui vont être des cellules de production, de services ou de produits. Il y a des cellules qui vont être plus autour des chiffres, de la comptabilité, etc. Donc c'est déjà penser ça. Après, comment, à l'intérieur de chacune des cellules, un travail à faire avec l'équipe, comment est-ce qu'on va permettre à cette unité de fonctionner de façon organisée? Donc on va travailler sur des process de décision. Comment on décide? C'est des questions premières. Comment on décide? C'est le chef qui décidait, qui tranchait, ou tout le monde décide, ou on est sur du consensus. Là, il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, il va falloir allier à la fois l'autonomie, l'efficacité, et la responsabilité. Et quelqu'un qui décide, il prend la responsabilité de sa décision, quel que soit le décideur. Il va jusqu'au bout. L'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les gens puissent décider. Pas seulement le chef. Et pour décider,
avec efficacité, il faut qu'ils aient accès à la compétence, il faut qu'ils aient accès à l'information. Si je n'ai pas les bonnes informations, je ne saurais pas décider. Si je ne sais pas faire, j'ai besoin de quelqu'un qui va me permettre de faire. Donc il y a à mettre en place un processus de décision avec des compétences, des référents compétences qui peuvent être un ouvrier sur une machine, parce qu'il connaît la machine mieux que personne d'autre, qui peut être quelqu'un dans un bureau, peut être n'importe qui. Il y a voilà, un tas de référents aussi dans une entreprise qui sont non pas décrétés, mais qui sont reconnus comme. Après, il y a une lacune sur laquelle il faut absolument travailler, parce que l'humain, il est ce qu'il est. Il y a un risque majeur, c'est d'éviter que quelqu'un mette le pouvoir sur les autres. Parce que on est configuré comme ça. Donc j'ai un besoin d'exister énorme, donc je vais vouloir prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Là, il faut travailler sur la partie médiation, oui, bien sûr, hein, sur la partie relation, médiation, communication. Il faut dans une structure comme ça quelqu'un fasse de la médiation. Et l'ancien chef, quelque part, ça devient plus un pédagogue, parce qu'il faut former les gens pour qu'ils sachent faire, qu'ils sachent décider. Un médiateur, parce qu'il faut s'assurer que personne ne va prendre le pouvoir sur les autres, que les conflits ne vont pas dégénérer, etc. Donc il y a un gros travail à faire, j'ai beaucoup de compétences à apporter sur le plan relationnel, sur le plan humain, mais qui sont tout à fait abordables. Donc il y a une démarche, il y a des étapes qu'il faut franchir progressivement, sans prendre de risques, avancer de façon très méthodique. En fait. Derrière tout ça, il y a des process, il y a des méthodes, comment on agit. Nous, on a l'habitude, dans notre culture, on se réunit, on fait une grande réunion, on va en place un plan d'action en 15 points, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et le problème sera résolu. Ce que je propose, c'est une démarche qui est assez différente, qui est la démarche aussi des Asiatiques. La pensée traditionnelle chinoise fonctionne de façon très méthodique, très, intuitive. Mais les Japonais aussi nous ont appris que pour avancer, le mieux c'était de faire des petits pas. Puis de voir ce que c'est. Donc, méthode d'action, qui est une méthode effectivement qui correspond au petit cercle que j'avais mis là. Au petit cercle là. C'est une méthode dans cette étape, on va avancer pas à pas, constater ce qu'on obtient. Vous savez, quand vous avez peut-être fait l'expérience, l'hiver, une voiture qui a mal à démarrer. Vous vous mettez à la pousser. D'un coup, vous êtes trois à la pousser. Parce que quand on commence à agir dans un système ouvert, les autres sont freinés et ils continuent d'agir. Donc une petite action, une petite impulsion va générer quelque chose. C'est ce quelque chose qu'on va prendre en compte pour déterminer l'action suivante. Donc pas les 15 points. Donc voilà, il y a plein de méthodes comme ça qui sont inspirées du vivant. D'autres réactions? Oui, mais alors ça va être long à mettre tout ça en place. Vous avez raison de plus pour démarrer rapidement. Oui? Vous avez déjà commencé avec cette entreprise? Alors moi j'ai déjà travaillé en tant que consultant sur ces questions-là. Je n'étais pas encore aussi avancé que je le suis actuellement. Voilà. Et puis c'est ce que je vais m'efforcer à mettre en place, que j'ai commencé à mettre en place dans les entreprises et les structures avec lesquelles je travaille. Et en particulier tout ce développement de projets collaboratifs, un fonctionnement d'une équipe en collaboratif, c'est pas un fonctionnement hiérarchique. Avec Élise, on a du boulot sur la planche pour mettre l'université à travailler là-dessus, pour
mettre en place ce fonctionnement collaboratif qui n'est pas dans nos habitudes, hein, quand vous mettez autour de la table des collectivités, des associations, des entreprises, et vous voulez les faire travailler en coopérative, je ne dis pas ensemble, en coopération, c'est compliqué. Compliqué parce que chacun peut, chacun tire les couvertures à lui, chacun. S'il me prend ce que je sais faire, je ne saurais plus quoi faire. La peur est le frein majeur dans ces questions. Voilà. Et puis, alors, je vais revenir là-dessus. J'avais un petit coup de cœur. Voilà, je voulais vous présenter Jean Gaza, qui est présent avec sa femme, qui ont développé depuis 2000 l'école des champions. Je trouve que c'est intéressant parce que quand on travaille dans une structure à réparer les dégâts pour des gens qui sont en difficulté, on se dit que ce serait quand même bien de travailler avec les enfants pour éviter qu'ils soient en difficulté un jour. Et Jean-Hugues fait ça. Tu peux nous en dire le mot, Jean-Hugues? Si. Bonjour à tout le monde. La question, déjà, je vous remercie de nous faire participer. J'ai bien écouté, je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai été moi-même chef d'entreprise. Je peux dire que la comparaison faire entre guillemets avec ce que nous on essaie de faire depuis 20 ans, en fait c'est l'humain. Pour nous l'humain c'est la base. En fait. Et donc on s'est rendu compte que les enfants d'aujourd'hui sont les décideurs, les responsables, voire les consommateurs de demain. Et il est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus difficile pour les parents, la pression économique, les séparations qu'on voit partout, ainsi de suite. Ce que tu disais tout à l'heure, l'accès aux médias, au téléphone, enfin ainsi de suite. Tout ça fait que ces enfants, c'est une tranche d'âge bien particulière, c'est entre 8 et 12 ans, c'est-à-dire sortis de la petite enfance avant de rentrer dans l'indépendance, où là, il y a du travail aussi, une autre technique, on va dire. Donc ces enfants sont vraiment ouverts à tout. Ils écoutent, ils ont un cœur bon comme ça, et je peux vous assurer que chaque fois qu'on fait une manifestation, il y a des yeux qui sont braqués sur vous, c'est assez impressionnant. Et donc, ces enfants ont besoin de valeurs. Les valeurs de l'école des champions, c'est les valeurs sur le goût de l'effort. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Et c'est aussi les valeurs d'humanité et de fraternité. Alors, on s'est basé sur un concept qu'on a appelé l'école des champions. Alors, champion, tout le monde connaît, c'est quelqu'un qui essaie de faire le maximum. Mais le champion était utilisé au XIIe siècle. C'était un chevalier. Donc, on développe l'esprit chevaleresque. Le chevalier devait à la fois faire des prouesses sur les jeux qui lui étaient proposés, et une fois qu'il était reconnu comme tel, il devait faire une preuve de largesse de cœur. C'est-à-dire qu'il devait aider les autres, montrer l'exemple. Et sincèrement, on est totalement dans le créneau des enfants, en fait. Je me pose la question, comment on a eu l'idée de faire ce truc-là? J'aurais tendance à répondre aujourd'hui, en fait, c'est en étant en contact des enfants que progressivement on s'est adapté à ce qu'ils aiment et à ce qu'ils ont envie. Alors comme disait Christian tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on fait ça, ça évolue en permanence. Je dirais qu'on est presque un peu victime du succès, on a plein de demandes partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est entièrement gratuit, puisque tout le monde peut participer, et qu'il y a un petit coût il y a un kit, en fait, c'est le coût. Il y a un kit de t-shirt, casquette, diplôme, enfin, tout est offert aux enfants. Et aujourd'hui, on a pris la décision un petit peu d'en parler autour de nous, parce qu'on n'a pas de moyens, hein, c'est une association à but non lucratif. Donc Christian nous a donné la chance de vous rencontrer, d'en parler, et voilà. Donc c'est un super truc, quoi. Je parle de trois mots du fonctionnement, je ne vais pas trop vous gêner, vous embêter. Alors comment ça se passe? On s'adresse à une commune, donc la commune va choisir l'endroit, la date, ainsi de suite. On va lui proposer de faire 10 ateliers, 5 ateliers de sport, 5 ateliers de civisme. Et en face de ces 10 ateliers, il va y avoir 10 équipes qui correspondent un peu
communes, c'est-à-dire les écoles, les centres sociaux, les associations et autres. Donc ces 10 équipes vont faire les 10 ateliers. Dans chaque atelier, il va y avoir une note sur la capacité, une note de prouesse, on va dire, et une note de comportement, largesse de cœur. On garde toujours cet esprit chevaleresque. Et donc à la fin de la manifestation, il y a à peu près 100, 150, 200 enfants qui participent chaque fois. À la fin de la manifestation, dans chaque équipe, il y a un finaliste et une finaliste, un garçon et une fille. Ces enfants vont être suivis pendant 1 an. Ils vont recevoir tous les mois la charte de bonne conduite. Ces enfants vont recevoir la charte de bonne conduite, parce que c'est le courage, la volonté, l'esprit d'équilibre, ainsi de suite. Et on les réunit une fois l'an pour une grande finale. D'ailleurs, ça se déroulera au mois de septembre à Tomblaine. Et lors de cette finale, les 20 finalistes de chaque ville refont un même parcours, plus sophistiqué, plus difficile, mais toujours sur la même méthode. Et il restera à la fin un petit champion et une petite championne par commune. Et donc cet enfant est invité et ils sont adoubés comme des chevaliers, ils prêtent serment en reprenant le code chevaleresque. Je serai toujours et partout le champion du bien et du droit. Voilà. C'est un grand jeu, c'est magnifique, ça marche bien. Et voilà. Donc par rapport à ce que vous faites, disons notre travail, c'est de préparer un peu les enfants. Merci Jean-Luc, bravo. On va discuter avec Finalement, on se rejoint, hein, comme disait Johnny, tout l'art c'est donner envie d'avoir envie. Hein, dans l'entreprise, parce que c'est un petit peu ça. Je voulais remercier Victor Partouche qui m'a très accompagné et aidé à mettre en place cette conférence. Merci Victor. Voilà, il m'a un peu mis un peu propulsé. Je vous remercie tous de votre présence et puis vous inviter au repas pour pouvoir continuer à échanger et à discuter. À souhait. Merci à vous.